Bonjour, bienvenue. Donc, je me permets de prendre la parole la première. Donc, Isabelle Granger, conseiller de transmission reprise. Je vous prie d'excuser Isabelle Denis, qui va apparaître sur les guides comme point intervenante, qui malheureusement ne pourra pas être présente. Et donc, Gaëlle Cotonec, qui représente la Fédération interprofessionnelle des coachs ICF au sein de son cabinet Équilibre. J'ai tout bon. Et donc notre témoin aujourd'hui, Monsieur Daniel Bourdon, qui a repris Avenir Sécurité. Il y a combien de temps? 1 an et demi. Voilà. Donc j'ai pris le micro la première parce que c'est moi qui vais commencer l'intervention. Alors, au programme. Attention. On va parler quand même effectivement des critères que vous avez peut-être déjà explorés depuis le début du salon, à savoir les critères très concrets que sont l'activité, la localisation géographique, la taille de l'entreprise, le prix, le budget. Et puis on va plutôt vous parler plutôt d'idées, bonnes ou mauvaises, sur une autre manière de faire, comment rechercher. Et puis surtout ne pas se perdre finalement dans la technique pour bien parler de vous et de votre projet de vie qui est une reprise d'entreprise. Et donc on s'appuiera bien sûr fortement sur le témoignage de M. Bourdon. Et Madame Cotonec va nous parler effectivement de la posture de dirigeant, qui est un changement d'attitude aussi bien psychologique, physique, organisationnel. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle métier des marques aussi. On va parler tout à l'heure, je vous invite vraiment à... On laissera la place bien sûr aux questions, plutôt à la fin pour garder le rythme. S'il y a quelque chose qui vous interpelle particulièrement, n'hésitez pas à nous interrompre. Voilà. Donc rentrons dans le dur d'abord, les fondamentaux que sont les recherches, donc les recherches en termes d'activité. Donc souvent les questions que l'on se pose, c'est effectivement quelles sont les activités que je connais bien. Pourquoi? Parce que statistiquement, on y arrive mieux dans l'activité qu'on connaît. Ne pas connaître l'activité multiplie par 1,5 le risque d'échec. Ça, ce sont les statistiques issues de BPI à ex-OSEO. Et donc, souvent, le fait de connaître l'activité permet de connaître l'environnement, permet de connaître les chiffres et les ratios généralement pratiqués, des choses comme les caractéristiques techniques ou les points qui sont les plus importants dans ce secteur-là. Dans un secteur, le point clé sont les fournisseurs, dans d'autres secteurs, c'est la technologie, dans d'autres, c'est d'avoir effectivement des bons clients. Donc, en fonction des secteurs d'activité, vous avez déjà cette connaissance de base ou pas. De la même manière, les financeurs qui seront finalement les décideurs au final de votre projet de reprise, les financeurs se méfient des repreneurs, personnes physiques qui ne connaissent pas le secteur d'activité. Ça, c'est très important. Si vous avez une connaissance, même partielle, même d'enfance, ou même bénévole, du secteur d'activité dans lequel vous envisagez de vous mettre à votre compte pour un projet de reprise, le peu d'expérience que vous avez déjà, il faut absolument mettre en valeur pour montrer que ce n'est pas une découverte totale de ce secteur d'activité. Monsieur Bourdon? Oui, moi je savais ce qui est dit là. Moi j'étais sur la région parisienne, j'habite Lorient et j'ai repris une société à Rennes. L'un des principes que je me suis toujours donné, c'est de ne pas changer deux choses à la fois. Donc c'est soit on reste dans le même secteur géographique, on peut très bien changer de métier, être intéressé par un certain métier, en exercer un autre et on veut faire le commerce de je sais pas quoi, mais au moins on est dans le secteur géographique et à partir de là on connaît le bassin, on sait à qui s'adresser et c'est plus facile de trouver des informations. Ou alors on change de secteur géographique, mais on reste dans son secteur d'activité, ça veut dire qu'on maîtrise notre métier et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est ce que moi j'ai fait, je connaissais le métier de service et le métier de sécurité en particulier. Je ne connaissais pas la région de Rennes et on va dire le tissu industriel breton. Et au bout d'un an et demi, j'ai fait le bon choix et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc
il faut vraiment avoir en tête ces 2 points, et ce qui permet de pouvoir, quand on est sûr de ces 2 axes, de pouvoir se renseigner, comme vous le disiez, de s'entourer, de pouvoir aller voir le secteur d'activité ou voir le secteur géographique, et de pouvoir acquérir le maximum d'informations. Voilà. Dans le pire des cas, si vous ne connaissez vraiment pas le secteur d'activité, parce que votre choix, comme M. Bourbon l'a expliqué, est le maintien de la localisation géographique, à ce moment-là, il faut absolument vous entourer d'experts. J'ai l'exemple effectivement d'une personne qui a témoigné dans le guide, M. Besson, qui ne connaissait pas le secteur dans lequel il a repris, qui était les fluides médicaux en hôpitaux, chose assez compliquée, mais il a du coup été interviewé des médecins, des chirurgiens, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux pour comprendre effectivement les enjeux de la filière. Vous avez aussi des documentations relativement précises à la Chambre de commerce, les études de Xerfi, beaucoup plus détaillées bien entendu que les fiches de la PCE professionnelle qui sont déjà ça, pour effectivement essayer de découvrir les éléments clés d'une filière si vraiment vous la découvrez complètement. Entourez-vous de personnes qui connaissent le métier. N'hésitez pas à aller faire des stages ou essayer d'intégrer le plus longtemps possible le secteur pour découvrir les clés de compréhension de ce secteur. On va donc enchaîner sur la localisation. Donc, jusqu'où aller chercher une cible? Souvent, il faut tenir compte, là en l'occurrence, de l'entourage personnel. Hein, vous êtes seul, célibataire, sans enfant, vous êtes peut-être beaucoup plus mobile que marié avec des enfants en bas âge, voire encore en études. Donc la question effectivement de la contrainte matérielle, est-ce que la famille va pouvoir vous suivre? Parce qu'une contrainte sur du temps de famille, en plus du temps de route, ça va être quelque chose qui va commencer à être compliqué. Et donc on peut finalement lever, il faut obtenir finalement l'agrément du conjoint et de la cellule familiale pour ne pas avoir un conflit en famille à côté d'un projet de reprise qui va vous prendre beaucoup de temps. J'ai malheureusement connu un repreneur qui a fait machine arrière parce que madame a mis dans la balance un éventuel divorce parce que l'entreprise était trop loin. Donc elle s'est projetée finalement dans une vie où elle se retrouvait comme une mère divorcée avec des enfants à gérer et un mari absent toute la semaine. Elle s'y est projetée et elle a réalisé que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et donc elle a finalement refusé qu'il reprenne. Donc voilà un petit peu ce qui peut être en jeu. Donc c'est le moment effectivement de se reposer des questions sur ses contraintes et sur son organisation de vie personnelle. Je pense que Mme Cotonnet peut étayer mon propos. Oui, alors effectivement, votre projet, c'est avec quel environnement autour de vous est-ce que vous allez le réaliser. C'est une nouvelle vie qui commence pour vous et éventuellement votre entourage. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de risques à prendre, mais en tout cas il y a une perturbation, ce que nous on appelle aussi un changement. Un changement, ça s'accompagne, et effectivement au niveau d'un certain nombre de paramètres, notamment familial, parce que vous allez avoir besoin dans ce cheminement de votre parcours de dirigeant de soutien, tout simplement, de trouver des forces en vous, trouver de l'énergie. Et la question que vous avez à vous poser, c'est où est-ce que vous allez tirer véritablement cette énergie? Est-ce que vous allez la tirer de votre famille? Est-ce que vous allez la tirer du regard aussi peut-être de vos parents qui avaient une ambition pour vous dans cet axe-là? Est-ce que ce sont vos enfants? Et où est-ce que, au-delà de votre environnement familial, à l'intérieur de vous-même aussi, vous trouvez cette énergie? Donc, ça peut paraître des questions qui sont un petit peu comme ça, anecdotiques, mais en réalité, qu'est-ce qui va être votre moteur personnel? C'est d'abord ce que vous allez trouver en vous et les racines, vos vraies motivations. Juste pour rebondir, la première chose pour bien savoir ce qu'on est capable de faire, c'est d'écrire. C'est-à-dire de prendre une feuille de papier et d'écrire ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire. C'est-à-dire quels sont qu'est-ce que vous voulez dans votre métier faire. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous dites moi je ne veux pas sacrifier ma famille, ben, c'est important parce que ça va vous amener à faire des choix. Si vous dites je ne veux pas encadrer de personnel, ou je veux en encadrer, ça va forcément vous orienter sur ce que vous voulez faire et de la taille d'entreprise que vous voulez. Donc c'est important de faire le point avec vous-même et de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas faire. Est-ce que vous voulez faire des déplacements ou vous ne voulez pas en faire?
Est-ce que vous voulez gérer du personnel ou pas? Est-ce que vous voulez travailler 15 heures dans la journée? Est-ce que vous voulez être aux 35 heures? Est-ce que vous voulez toujours maintenir vos vacances? C'est des choses toutes bêtes, mais c'est important parce qu'une fois que vous êtes lancé, faites pas marcher derrière, parce que pendant quelques années, pour ceux qui reprennent, il faut rembourser. Et pour d'autres, il faut au moins faire avancer l'activité. Voilà. Dans ce que vous dites, j'entends aussi la place du renoncement. C'est-à-dire que vous allez faire des choix, et forcément, votre nouveau métier, votre nouvelle posture va vous amener à aller vers des choses, j'allais dire, de l'ordre de l'expérimentation, c'est nouveau pour vous. Il y a aussi des choses que vous allez quitter. Vous aviez une vie avant, un métier avant. Et là, vous allez vers autre chose. Et la question, c'est ces choix que vous allez faire, ça s'appelle comment? Est-ce que c'est des renoncements? Est-ce que c'est des renoncements que vous intégrez en disant, là, je suis vraiment claire, je sais que pendant une année ou deux, il va falloir vraiment que j'y aille à fond. Ça veut peut-être dire que sur ma vie personnelle, ça va empiéter en termes d'horaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez véritablement mesuré ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez subir? D'accord? Quand on parle de renoncement, c'est ça. C'est toutes les choses que vous allez forcément quitter un temps, puisque vous êtes dans un changement, donc il y a des choses qui se perdent. Vous avez un deuil à faire avec votre ancienne vie. Un deuil, c'est aussi positif, puisque c'est la voie de l'opportunité et de nouvelles réalisations. Donc encore une fois, ces choses pendant un temps où vous allez vous lancer, qui ne pourront pas exister sur une certaine durée, comment est-ce que vous les abordez? Est-ce que vous êtes OK avec ça pour vous dire que par exemple, le dimanche, passez simplement la seule journée dédiée à votre famille? Si vous êtes OK avec ça, comment est-ce que c'est partagé à l'intérieur de votre famille? Quand je dis partager, ça donne la notion en fait du contrat relationnel que vous allez passer avec votre entourage. Est-ce que tout le monde subit ça ou est-ce que tout le monde finalement comprend bien l'enjeu et devient partenaire de votre projet? C'est vraiment des choses à... Et voilà, moi je vous encourage à échanger très très longuement avec votre entourage pour que chacun ait bien compris les enjeux de ce projet. Et puis effectivement trouver des compromis, et à quel endroit finalement de ces concessions, de ces renoncements et de ces envies, vous allez tous vous réunir pour qu'ensuite ce projet devienne collectif. Et que vous n'ayez pas à vous heurter au bout de 6 mois de votre projet, finalement des choses qui sont mal vécues aussi par votre entourage ou par vous-même. Vous avez peut-être l'habitude de faire du sport toutes les 2-3 fois par semaine. Peut-être que ça va changer, ou en tout cas votre disponibilité sociale ou autre, elle va être modifiée. Donc préparez-vous à ça plutôt que de suivre. Donc vous avez compris, le profil de repreneur idéal, c'est celui qui reprend dans une activité qu'il connaît et aussi dans un milieu géographique qu'il connaît. Donc c'est vrai que si vous êtes dans la région Bretagne déjà depuis de nombreuses années et que vous cherchez à reprendre en Bretagne, c'est forcément plus simple car les réseaux sont déjà en place. Donc vous allez pouvoir profiter finalement de cette cooptation dans le secteur d'activité et dans la zone géographique. Pour autant, donc, M. Bourdon va me faire mentir, puisqu'il n'arrivait pas de Bretagne. Donc ça marche aussi finalement les greffes parisiennes. Ça marche, je pense que ça marche surtout si l'entourage professionnel, donc les collaborateurs, sont là. C'est ça aussi, il faut beaucoup. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà des gens qui travaillaient dans l'entreprise. Donc après, c'est que de l'animation et puis on fait un peu l'éponge, quoi. Voilà. Et pour trouver par contre l'affaire à reprendre, le fait que vous arriviez de Paris, était-elle une contrainte? Non. Non. Il y a suffisamment entre guillemets, de réseaux qui présentent les entreprises pour un moment pouvoir faire son choix. Merci. On va donc enchaîner sur la contrainte suivante. Donc, qui est la taille de l'entreprise. Alors justement, on parlait de posture, donc on a la question effectivement de l'adéquation du profil et de l'entreprise, donc qui est un slide qui nous avait été édité par Alteo, qui fait du mandat recherche. Donc nous avons effectivement, suivant
la fonction que nous estimons être la fonction primordiale du dirigeant dans laquelle nous on se projette en termes d'image, besoin effectivement d'avoir une entreprise qui soit en position forte ou en position faible sur le marché et dans le secteur. Et donc attention, si vous êtes un gestionnaire, il faut que la position de la cible soit déjà forte sur le marché. Parce que vous n'aurez effectivement pas cette attitude agressive commercialement. Et donc effectivement, à nouveau, cette question de trouver celle qui vous convient, qui est bien le titre de notre conférence. Donc par rapport à ça, il faut peut-être essayer déjà de vous projeter en termes de management sur la taille d'équipe et sur effectivement la position et l'activité finalement qui prépondère dans votre compétence. Si vous êtes sur le commercial, vous pouvez prendre une entreprise qui est faible et que vous savez que vous allez remonter. Si vous êtes plus sur la gestion, le management, il faut effectivement une entreprise qui soit déjà forte sur son marché, qui soit effectivement, pas forcément leader, mais numéro 2, pas le numéro 18. Voilà un petit peu. Vous pouvez nous dire priorité pour vous? Oui. Enfin, moi, je visais... j'ai vraiment l'impression d'avoir pris l'entreprise que je voulais. Donc, pas souvent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et nous, on est 50 salariés. Donc, c'est important de bien le savoir, parce que si on n'est pas habitué à gérer des collaborateurs, à gérer du management intermédiaire, c'est quand même un petit peu plus embêtant, parce que tous les jours, vous avez des gens qui vous appellent, qui vous sollicitent, la fiche de paye, le remboursement de ci, il faut tout savoir. Donc il faut savoir qu'à un moment, aussi bien ressources humaines, comptabilité, etc., on va être sollicité partout. Donc si vous reprenez une entreprise où l'ancien dirigeant maîtrisait l'ensemble et que vous arrivez et que vous ne maîtrisez pas au moins un minimum ce qu'il faisait, ça veut dire que vous allez être obligé de vous entourer. Si vous vous entourez, ça va vous coûter des sous et ça peut remettre en cause l'économie de votre projet. Bon. Enfin, moi, j'ai géré des gens, j'ai géré des choses sur plusieurs entités, avec des entités disséminées à plusieurs kilomètres. Donc ça, je le connaissais, donc c'était plus facile. Voilà. Mais c'est important de bien faire le point sur l'ensemble. Donc on va passer au quatrième et dernier point normalement d'une fiche de cadrage, une fiche de ciblage. C'est effectivement le prix et le budget. Donc bien sûr, comment dire, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ou alors renoncer à une partie de ses ambitions. Ça peut arriver aussi. Mais effectivement, il faut faire un point sur les budgets réellement disponibles. Pas quelque chose qui devrait arriver d'ici quelques temps. On est par exemple souvent sur éventuellement la possibilité de vendre une résidence secondaire ou un héritage qui devrait arriver un jour. Ça ne compte pas pour les financeurs. Il faut que ce soit quelque chose d'efficace. Donc, si le bien est envisagé pour financer le projet de reprise, il faut le mettre en vente, il faut que ce soit vendu pour que le banquier commence à en tenir compte. Donc c'est aussi une question de crédibilité. C'est-à-dire que si vous avez les moyens de récupérer de l'argent et qu'en même temps vous n'avez pas fait l'effort de le rendre effectivement disponible, vous n'êtes pas crédible dans une démarche active de repreneur d'entreprise, et donc par rapport pareil à la recherche, vous pouvez perdre en crédibilité. Donc on va dire, alors malheureusement on en rencontre un certain nombre, ce qu'on appelle un touriste de la reprise. Donc effectivement, l'argent disponible, effectif, est un point clé pour le projet de reprise. Voilà. Concernant toujours ce financement, on a plein de solutions complémentaires quand vous êtes un peu court en termes d'apport. On a des prêts d'honneur, on a des garanties qui sont donc déportées, non pas sur le point personnel, mais bien pris en charge par l'État ou par des organisations comme par exemple Bretagne Développement Initiative. Donc on a des solutions pour pouvoir effectivement ne pas être garantie personnelle. Mais l'apport, si c'est vraiment zéro, ça va être très compliqué pour reprendre, voire quasiment impossible. Alors, il faut un minimum d'apport, effectivement. Enfin, moi j'avais 50 000, donc c'était très peu. Hein. Bon. Et
Mais il y a juste un principe, c'est que moi, je suis parti de l'état de dire que le prix de l'entreprise, pour moi, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est l'organisation, le business plan que vous faites, les comptes d'exploitation, qui fait que, en finalité, c'est l'entreprise qui va se payer. C'est pas vous. Donc, enfin, c'est pas moi personnellement, c'est l'entreprise. Et à partir de là, il suffit de bien avoir cadré l'entreprise qu'on veut reprendre, de bien avoir cadré le chiffrage qu'on avait, parce que généralement, de toute façon, les banques vous demandent 30% d'apport, que je n'avais pas. Et il y a juste un principe à se dire, c'est quand on le veut vraiment, on peut le faire. Et il suffit d'en parler à l'entourage. Moi, c'est en parlant un soir avec des amis, où j'en ai un qui m'a rappelé le lundi en disant, si tu veux, je peux mettre encore quelque chose. Et aujourd'hui, c'est mon associé. Voilà, minoritaire, parce que je voulais absolument être majoritaire, mais c'est mon associé, mon seul associé. Et ensuite, vous avez raison, parce que je me suis... un an avant, j'étais en phase de reprise d'une entreprise et je m'y suis pris, pour moi, à l'envers. Maintenant, je sais que c'est à l'envers. D'abord, j'avais tout étudié. Une fois que j'avais tout étudié la faisabilité, je suis allé voir le financement. Et là, boum, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas possible. Et donc, celle-ci, j'ai commencé à l'envers. C'est-à-dire qu'au premier contact que j'ai eu avec le vendeur, j'ai fait un business plan et je suis allé voir la banque. Et 8 jours après, la banque m'a dit que c'était OK. Mais ça ne veut rien dire. Mais c'était OK. Donc ça voulait dire que je pouvais continuer. Et là, je suis allé voir la chambre de commerce, chambre qu'on se fait rencontrer. Et réseau entreprendre, Rennes Initiative. Alors là, si votre projet, vous y croyez, et que... Parce que c'est vous, hein, l'entreprise, je pense que c'est pas ce qu'ils regardent principalement. Mais si vous y croyez que vous êtes compétent, vous avez les prêts adéquats. Moi, franchement, on est arrivé assez, je trouve facilement, même si ça a pris 2 mois, et que quand on est dedans, c'est pas aussi facile que ça. Mais quand on le veut vraiment, on trouve tous les financements, et puis après il y a les business, les business angels, les choses comme ça. Moi je voulais pas aller, mais ça existe, hein, ils vous prêtent des sous, et ça peut faire en sorte que vous achetez, plus vous achetez. Si la société vaut 1 million, 1,5 million, 2 millions, franchement, je crois qu'on n'a pas le choix de passer par des gens qui vont rentrer dans l'actionnariat. Bon, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors effectivement, on a tendance à dire que normalement, si on a le bon cédant et le bon repreneur l'un en face de l'autre, les questions des financements, on trouvera toujours une solution de faire, d'une manière ou d'une autre. Je dirais l'extrémité, un cédant et repreneur, il n'était absolument pas question que ça ne se fasse pas. Et en même temps, le prix n'était pas négociable. On s'est retrouvé avec un crédit vendeur de 100%. Alors, pour autant, effectivement, là, ils s'engagent ensemble pour toute la durée du contrat. C'est-à-dire que le cédant, finalement, il ne part pas à la pêche, hein, parce que dès que le repreneur a un problème, c'est sa propre mensualité qui est mise en péril, hein, pour le cédant. Mais finalement, aucun financeur de la place n'a voulu y aller. Eh bien, le cédant a dit, ok, c'est moi qui prends en charge le risque parce que j'estime que ce n'est pas un risque. Pour moi, c'est lui le bon, et en même temps, c'est le bon prix. Bon, c'est vraiment extrême, hein. En général, on trouve d'autres solutions. Il arrive souvent que par contre, le cédant, notamment s'il n'est pas encore tout à fait prêt à partir, réinvestisse lui-même dans le capital de la société de holding qui va reprendre l'affaire, de manière effectivement à prouver la confiance qu'il a dans le repreneur. Donc des solutions existent, des montages existent, à partir du moment où on a le bon duo cédant-repreneur. Mais bien sûr, on ne peut pas partir de vraiment zéro, je tiens à le dire. J'ajouterai un point aussi de questionnement pour vous. Vous avez parlé d'actionnariat. Est-ce que vous voulez diriger tout seul? Est-ce que vous êtes prêt à partager? Parce que si vous vous associez avec plusieurs personnes, ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre pouvoir, il va falloir composer. Et c'est peut-être finalement ce que vous ne vouliez plus par rapport à votre fonction de salarié. Vous voulez peut-être aussi là également changer de posture. Donc la question avec qui je m'associe. Et si je m'associe avec quelqu'un, c'est effectivement quelle est la dimension de cette association et qu'est-ce que je partage.
moi juste, quand on dit que le vendeur peut faire partie du tour de table, faut bien mesurer. Parce que ce qui sera n'est pas ce qui a été. Après, si vous avez encore le vendeur dans les pattes, entre guillemets, on ne met pas en cause toutes les choses. Voilà. Donc on peut quand même parler de la situation actuelle. On est quand même en fait de crise entre guillemets économique, même si les politiques n'aiment pas ce terme. Donc il faut savoir qu'en période de crise, statistiquement, et c'est factuel, il y a toujours moins de cédants. Il y a une partie des cédants qui sont des cédants effectivement contraints, notamment pour des raisons financières. Et donc on se retrouve avec des opportunités, mais au son du canon, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut très très vite réagir, parce qu'il y a une période de ras-le-bol où le cédant est prêt à vendre, et si vous ne répondez pas du tac au tac à ce moment-là, il va remonter, parce que c'est cyclique, remonter tout seul son moral, et finalement ne va plus être forcément prêt à vendre dans quelques semaines ou quelques mois. Donc ce sont des fois des créneaux très courts. Je ne parle pas forcément des entreprises qui sont en difficulté, mais juste dont le patron a une situation effectivement, il faut que vous puissiez réagir très très vite. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de repreneurs et qu'en plus on a deux types de repreneurs, donc les repreneurs personnes physiques et puis les repreneurs personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les TPE ou les PME qui n'ont d'autre choix aujourd'hui pour maintenir leur chiffre d'affaires que de faire de la croissance externe. Et ils sont prêts à acheter finalement des parts de marché en achetant des entreprises ou acheter des compétences des collaborateurs. Donc finalement, ce sont des concurrents forts pour vous parce qu'ils peuvent financer plus vite que vous leur projet. Donc là, c'est par rapport effectivement à nouveau à la qualité du cédant. Si le cédant vous choisit vous, il ne va pas retenir la personne morale. Certains sont effectivement dans une logique de vendre au meilleur prix, mais d'autres savent que leur entreprise c'est leur deuxième bébé. Et vous devez être le gendre idéal pour leur fille. Et donc effectivement, il y a une part très psychologique dans tout ça. Et finalement, souvent, certains cherchent dans le candidat du repreneur quasiment leur fils, psychologiquement parlant, fils adoptif, très bien. Et donc on a cette posture-là aussi dans beaucoup de dirigeants qui partent en retraite. Et puis on a toute une autre posture de dirigeants qui sont des dirigeants plus jeunes, qui ont créé ou repris il y a environ une dizaine d'années et qui sont eux plus dans une logique effectivement de capitaliser en vendant, finalement de faire un point sur le patrimoine acquis et qui ne sont pas du tout dans cette projection-là. Donc il faut savoir aussi à qui on parle au niveau du vendeur. C'est très important de faire une analyse entre guillemets psychologique du vendeur. Pourquoi il veut vendre? Ça c'est important de le savoir. Parce que moi, c'est exactement ça, il était plus jeune que moi. Donc, il a capitalisé et effectivement, il a revendu au bout de 10 ans. Et Dieu sait qu'il avait des propositions de société qui proposaient beaucoup plus que moi, parce que l'après-midi même où on a signé, il m'a indiqué comment pouvoir faire une plus-value sur la vente de la société. Mais c'est important de faire une analyse psychologique, de bien savoir pourquoi il veut vendre et qu'est-ce qu'il attend du repreneur. Alors souvent la question, il la pose autrement en vous demandant quel est quel est votre projet. Oui, c'est ça. C'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là vous avez, moi je pense que vous avez intérêt d'être très clair et ne pas essayer de lui raconter ce qu'il a envie d'entendre. Il faut dire ce que vous voulez vraiment faire. Parce que si vous lui dites, moi je sais que c'est ça qui a déterminé, on n'a jamais parlé du prix. Il me l'a dit le premier jour, à combien il voulait vendre, et je n'ai jamais remis en cause son prix. Sauf une fois, où il m'a serré la poignée de main et il m'a dit merci de c'est connu, c'est magnifique, vous pouvez repartir. Mais c'est important de lui dire ce qu'on veut faire dans l'entreprise. Et il s'est vraiment reconnu dans ce qu'il voulait faire. Donc ça facilite les choses. Autour effectivement de ce projet de reprise, on vous laisse une petite liste à l'après-vert de bonnes idées pour vous donner des facteurs de clés de réussite à la concrétisation de ce projet de reprise. Donc bien sûr, se faire entourer, éviter la solitude, notamment par des clubs. Les JRCE sont co-organisés par le club des créateurs et repreneurs d'entreprises qui montent des groupes, mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs types de clubs qui existent. Sachez aussi être patient
mais pour autant actif. Le délai moyen, donc pour un fonds, ça va être effectivement 3 à 6 mois en général, mais pour une PME, la moyenne tourne plutôt voilà, les plus rapides, 8 mois, et puis 18, voire 24. Ça va dépendre aussi, bien sûr, des critères de recherche. Monsieur Bourdon nous parlera de son expérience de 2003. Un petit peu plus tard dans l'exposé. Et puis donc aussi, c'est le moment aussi, normalement, si vous avez un peu de temps libre aussi, de vous former. C'est-à-dire que c'est un véritable métier que d'être repreneur d'entreprise. Il y a des compétences qui sont spécifiques pour analyser les dossiers, justement savoir réagir, avoir la bonne posture. Et donc ça ne s'improvise pas. Ça peut s'improviser, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ceux qui font vite, ce sont ceux qui se forment au tout début de leur démarche. Alors il y a plusieurs formats, hein. Je veux dire, il y a 2 jours seulement à la fac des métiers, mais il y a 3 semaines au CRA, il y a 10 jours à la fac des métiers aussi, il y a plusieurs formules, mais entourez-vous, formez-vous, prenez un maximum d'informations dès le début de la démarche pour pouvoir ensuite concrétiser le plus vite possible. Et donc s'entourer, aussi bien de professionnels experts qui vous donneront leur point de vue, qui vous permettront d'affiner vos compétences de repreneur, que d'autres repreneurs, justement, ou des dirigeants jeunes, ou des témoins, ou des parrains, comme M. Bourdon, par exemple. Et puis donc, ce que nous disions dès le début, choisissez votre entreprise ici par rapport à des attentes, des compétences, et nouer des relations de confiance avec le cédant. Ce sont les facteurs clés, généralement, que les repreneurs qui ont effectivement concrétisé nous ont remonté. Nous avons fait des enquêtes régulièrement par rapport à ça, pour savoir comment les repreneurs avaient vécu finalement cette reprise, pour ceux qui avaient réussi à concrétiser, comment ils avaient trouvé la source finalement des informations. Encore cliquer une fois. Et donc, nous avons la chance d'avoir Reprendre en Bretagne, ici géographiquement, qui recense à la fois les professionnels, les partenaires, les chambres de commerce, les chambres de métiers et même les collectivités. Donc tous ces petits morceaux, vous voyez, représentent finalement 30% de concrétisation d'entreprises de repreneurs ayant repris. Et si vous regardez, les 2 autres histogrammes sont très importants, je ne sais pas si vous arrivez à les lire. C'est comment avez-vous trouvé, par des proches ou des amis, et par des relations professionnelles. Donc le réseau formel, informel, amical, familial est tout aussi important que le réseau professionnel en termes de ressources d'entreprises à vendre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une réalité des repreneurs qui ont concrétisé. On l'a mené 2 fois cette enquête, on est arrivé sur quasiment les mêmes chiffres. Moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. C'est comment? Par le réseau FUSAC. Le réseau FUSAC, pour moi, il fait partie effectivement, c'est l'équivalent de Reprendre en Bretagne, mais au niveau France. Sachant là, on a beaucoup de nos adhérents Sinextrans notamment, qui déposent aussi leurs annonces sur FUSAC. On va parler malheureusement aussi des mauvais aspects des choses, ne pas se tromper de bataille. On entend parfois dire que reprendre une entreprise en difficulté permet d'investir un montant moindre. C'est assez faux en général. Le temps de remonter le chiffre d'affaires, le temps de changer la réputation, si on est grillé auprès des fournisseurs notamment, le temps de réorganiser la chose, de remotiver le personnel, on va avoir un temps vraiment beaucoup plus long qu'on croit pour remonter sur une rentabilité qui soit pérenne. Donc souvent finalement une reprise d'entreprise en difficulté coûte beaucoup plus cher qu'on ne le croit. Alors je parle là bien des reprises de PME, ce n'est pas le cas bien sûr sur des opérations de type reprise de fonds de commerce, hein, racheter un bar à la barre du tribunal, c'est racheter un fonds avec un pas de porte. Par contre, même pour les fonds de commerce, ne serait-ce que restaurant, le bandeau changement de propriétaire, les mauvaises réputations, c'était pas bon là-bas, c'est très très long à faire partir de l'inconscient collectif. Donc attention à ça, ça peut être vraiment un mauvais calcul. Pareil, on parle des fonds disponibles. Parfois, une entreprise qui progresse, en fait, elle va avoir des problèmes de trésorerie, puisque finalement, le chiffre d'affaires arrive beaucoup plus tard que les factures de fournisseurs. Donc là encore, il est compliqué de retourner voir le banquier dans les 3 premières années si vous avez déjà tout dépensé dans votre rapport disponible en investissement de départ. Il est difficile de retourner voir le banquier pour le convaincre de vous refaire un prêt alors que vous avez déjà signé un premier prêt sur 5 ans. Donc attention à ça. Et puis, la mauvaise idée du jour, c'est de ne pas payer cher les conseils ou de faire un minimum d'audit et de découvrir après les loups dans les placards. Un prud'homme, par exemple.
Le plus beau que j'ai eu, c'est un rattrapage de TVA. Il n'y avait pas de garantie d'actifs et passifs. Ils avaient confiance l'un dans l'autre. Et à la très très bonne foi du cédant, il y a eu un rattrapage de TVA de 50 000 €. Ouch! Ça s'est fini malheureusement en liquidation dans ce cas-là. C'était, entre guillemets, ni la faute du repreneur ni la faute du cédant, puisque le problème n'avait pas été détecté. C'était vraiment la bonne foi des deux côtés, et tout à coup, ça vous tombe dessus. Donc, effectivement, malheureusement, la garantie d'actifs et de passifs est là pour ça. On écrit qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pense pas avoir de dettes. Mais bien sûr, si les dettes ça réapparaissait dans les 3 années de redressement fiscal potentiel, eh bien, c'est bien pas à la charge du repreneur, mais bien à la charge du cédant qu'elles doivent être. Donc, attention à ça. Vous avez un extrait? Oui, parce que dans le métier de la sécurité, c'est le danger, c'est ce qui s'est passé avant. Donc la garantie de passif, c'est évident. Enfin, je ne sais pas s'il ne fait pas 15 pages. Ça, moi, ça m'a coûté déjà, j'avais 1 an avant essayé de reprendre une entreprise, ça m'a coûté, je crois, 3 ou 4 000 € d'audit et autres, et ça s'est pas fait. Donc ça, il faut toujours l'intégrer parce qu'il a bien fallu payer. Et la deuxième fois, on a fait exactement la même chose, on a fait une analyse vraiment complète. Donc on signe tout ce qui est les protocoles d'accord, lettres d'intention ou autres, et c'est très important d'avoir la photographie la plus précise possible. L'un des inconvénients, c'est que par moment les vendeurs ne veulent pas dire à leurs salariés et entourage qu'ils vendent, et donc vous faites des fois des audits à l'aveugle. Nous on était un peu dans ce cas-là, mais on a pu les faire normalement. C'est la majorité des cas, malheureusement, les audits à l'aveugle, les visites d'entreprise le week-end, quand les salariés sont sortis, pour pas faire peur. Ou alors, on arrive avec une fausse étiquette, puisqu'on arrive quand même avec un costume et puis un attaché caisse. Alors, on se fait passer pour un éventuel nouvel assureur qui vient examiner les locaux pour évaluer le risque de l'entreprise, etc. On arrive à avoir quelque chose en termes de visite, mais c'est toujours très compliqué pour le cédant d'ouvrir ses portes à un éventuel repreneur. Mais l'audit, c'est évident. La garantie de passif, c'est évident. Et puis bien connaître l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire des enquêtes autour. Hein. Parce que ce qu'on vous dit ou ce que vous pensez, il faut quand même aller voir des fournisseurs, il faut quand même aller voir des clients et voir un peu ce qui s'y passe réellement. Et bien souvent, c'est même aller au café d'en face. Et des fois, c'est là où vous avez plus d'informations. Et le dernier point sur la liste des mauvaises idées, heureusement il n'y en a qu'un de slide là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est effectivement d'ignorer la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous visitez, vous vous dites il y a ça à changer, il y a ça à changer, celui-là il est nul, celui-là il faut le virer, oh, le dirigeant il s'est très mal débrouillé sur le commercial, moi je ne ferais pas comme ça, mais pourquoi c'est qui elle et qu'est-ce qu'elle fait là, et on est dans la critique, mais pas la critique constructive. Et on est en train de renier tout le travail qu'a fait le cédant. Alors, de toute manière, en général, quand on est dans cette posture-là, même si c'est parfois juste pour obtenir une révision du prix, de toute manière, vous êtes en train de braquer complètement le cédant. C'est pas du tout sûr que finalement vous rachetiez parce que vous êtes en train de dire que sa fille elle est moche, elle a des boutons et une jambe qui est pas plus longue que l'autre. Donc vous êtes en train vraiment de lui dire que vous n'avez pas envie d'épouser sa fille, donc pourquoi il vous la donnerait? Et en plus, effectivement, on est souvent dans vraiment une projection après de l'entreprise qui va être à reprendre. S'il faut tout y faire, autant créer. Hein. Si le modèle économique ne vous plaît pas, pourquoi vous allez l'acheter? Et je pense que là, on est déjà basculé dans le psychologique. Je vais vous laisser la parole. Oui, en fait, quand vous écoutez le mot transmission, si vous avez des enfants et que vous projetez de transmettre quelque chose, mettez-vous tout simplement dans votre rôle de parent en disant je vais transmettre tel ou tel bien, est-ce que vous auriez envie, voilà, ça c'est vraiment moche, j'ai pas envie, ça va pas, etc. Donc effectivement, au-delà de l'aspect économique, prenez bien aussi que ce qui va se passer pour le cédant, c'est pas quelque chose qui peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain. De la même manière que vous avez certainement envie que vos enfants se marient avec le meilleur gendre possible ou la meilleure bru, mais là c'est pareil.
dirigeants ont mis beaucoup d'investissements à la fois moral et économique dans les entreprises. Donc ils ont envie, même s'ils cèdent, de maintenir ce niveau de sécurité d'une certaine manière avec un repreneur qu'ils jugeront comme le genre idéal. Alors c'est vrai que du coup on rentre un peu dans l'aspect peut-être un peu psychologique, mais si vous allez avec cette posture aussi d'aller chercher à comprendre avec qui vous allez dialoguer sur l'entreprise, quelle est la culture de l'entreprise, vous en avez parlé, c'est extrêmement important. Est-ce que vous allez déjà vous reconnaître dans cette culture d'entreprise? Parce que là aussi, vous allez arriver sur un phénomène de transition. Donc même si vous n'êtes pas en totale adéquation avec la culture actuelle de l'entreprise, vous n'allez pas pouvoir effacer comme ça du jour au lendemain. Donc là aussi, vous allez être porteur de cette transition dans la culture du management et dans la manière dont vous allez désormais accompagner les salariés qui vont devenir entre guillemets les vôtres. Et il y a une dernière chose, ça va avec l'audit. Perdez pas votre temps avec des gens qui ne vous répondent pas. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous leur demandez des informations et ils vous répondent à côté ou ils ne vous communiquent pas les éléments. Perdez pas votre temps. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si c'est clair, ils vous les communiquent. Si c'est pas clair, moi je sais qu'il y a un an, ils ne me répondaient pas. Et par le réseau externe, j'ai vu pourquoi ils ne me répondaient pas. Ce qui a fait qu'on a arrêté. Et donc, on va rebondir à nouveau sur la petite étude, comme vous voyez, qui reprend les motivations. Et je vais passer ensuite le micro à Madame Cotonec. On avait enquêté toujours ces mêmes repreneurs et en concrétisé. On leur a demandé une liste assez longue. Et finalement, vous voyez que les 4 premières réponses sont les plus importantes. Je vous les lis à voix haute parce qu'effectivement c'est écrit petit. Donc la question était: pour quelles raisons avez-vous décidé de reprendre cette entreprise? Et en numéro 1, encore plus fortement en 2007 qu'en 2003, malheureusement pour moi, ce sont des études nationales, elles n'ont pas été refaites depuis. C'était pour le plaisir d'entreprendre, d'être dirigeant d'entreprise en 1, pour travailler dans un secteur d'activité qui vous tient à cœur en 2, pour reprendre en main cette entreprise en 3, et pour investir, gagner de l'argent en numéro 4. Enfin, pour relever un challenge ou se lancer un défi à soi-même et l'emplacement géographique, elles ne sont vraiment pas en général les motivations premières pour reprendre l'entreprise. Je le dis souvent en entretien individuel, certains que j'ai déjà vus dans la salle le savent, ce qu'il faut effectivement, c'est bien se dire que pour reprendre une entreprise, c'est plus long que pour retrouver un travail salarié. Il y a un moment, il faut se demander si c'est vraiment ça votre envie première, car vous aurez plus. Si vous menez de front les deux, vous devriez avoir plus facilement des opportunités salariales. Et il faut vraiment le vouloir pour devenir repreneur et entrepreneur. Donc la volonté, effectivement, elle se retrouve derrière cette enquête. Et Mme Cotonec va pouvoir vous parler de ça avec la posture de dirigeant. Et M. Bourdon pourra étayer justement des 2 phases où il a été peut-être moins partant et ensuite vraiment repreneur. Je vous laisse la parole. Alors, quelques aspects que nous avons déjà abordés. La première question que j'aurais envie de vous poser, finalement, c'est vous êtes dans cette salle, c'est que le thème vous intéresse, de la reprise. Et si je vous demandais là déjà comment est-ce que vous avez envie de vous intituler, si je vous dis, je viens là dans la salle et je vous dis, vous êtes quoi aujourd'hui? Vous êtes salarié, dirigeant, en recherche d'emploi? Je vous pose cette question parce que si vous recherchez une entreprise et que demain vous avez envie d'être dirigeant, l'invitation que je vous fais, c'est de l'être déjà. C'est-à-dire d'aller rechercher une entreprise en habitant déjà, en mettant votre costume de dirigeant. C'est-à-dire déjà d'habiller cette nouvelle identité. Parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit d'un changement d'identité. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement profond pour vous. Ne pas être seul, ça veut dire aussi pouvoir trouver de l'oxygène et ne pas être à 100% de votre temps accaparé par ce projet, par cette nouvelle identité. Ça c'est très important parce que si vous commencez déjà à être la tête dans le guidon
avant même d'avoir repris votre entreprise. Ce qu'on a besoin effectivement quand on reprend, c'est aussi d'être créatif, d'être novateur et de pouvoir être vraiment relié aussi aux opportunités et à l'environnement. Donc laissez-vous la possibilité de pouvoir recevoir des informations, de pouvoir capter et de vous oxygéner à la fois quand vous serez repreneur, mais une fois que vous aurez repris cette entreprise. Parce que l'oxygène, c'est ce que vous allez aussi avoir besoin de donner à vos salariés. Parce que vous allez aussi, on a parlé de la personne à qui vous allez acheter cette entreprise, mais une fois qu'elle a acheté, il y a un autre groupe à convaincre. Ce sont les personnes avec qui vous allez travailler. Et donc ces salariés vont vivre aussi ce même changement à un autre niveau que vous, mais ils ont peur. Ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas quelle sauce ils vont être mangés. Donc vous allez aussi avoir besoin de convaincre et d'être, j'allais dire, d'avoir de l'énergie. Donc cette énergie, trouvez-la effectivement à l'extérieur, peut-être en faisant une activité sportive, ça on la recommande. On constate, moi j'accompagne un certain nombre de dirigeants, on constate qu'à un moment donné l'emploi du temps glisse et de moins en moins on trouve de temps d'oxygène. Et c'est souvent à ce moment-là que les dirigeants viennent nous voir parce qu'ils me disent je vois plus clair, j'ai la tête, voilà, j'arrive plus à réfléchir. Et c'est pourtant ce qu'on demande à un dirigeant, on lui demande d'être visionnaire, on lui demande d'être en capacité de prendre des décisions. Et ces décisions-là, pour les prendre à un moment donné, il faut que vous ayez tout votre discernement. D'accord ? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est être au clair avec soi-même sur ses motivations profondes. Est-ce que vous avez envie de reprendre une entreprise par dépit, par envie ? Alors je ne dis pas que reprendre une entreprise par dépit, ça ne marche pas. Moi je pense que les deux fonctionnent. Et simplement, il faut que vous soyez au clair avec vous pour ça. Est-ce que vous reprenez une entreprise par revanche parce que vous faites l'objet d'un licenciement et que vous voulez, finalement c'est peut-être votre colère là, qui vous guide en disant mais moi aussi je peux être aussi bon que ce patron que j'ai envie de traiter d'un certain nombre d'oiseaux. Quelque part je vais montrer que je suis capable. Moi je vous invite plutôt à vous montrer à vous-même que vous allez avoir cette capacité de chef d'entreprise, que de le faire par revanche, plutôt que de le faire par défi, parce que, encore une fois, cette énergie, il va falloir la trouver chez vous d'abord avant d'aller la trouver chez les autres. Et puis, parfois on n'est pas prêt, on pense être prêt, et puis il y a un certain nombre d'éléments, on peut avoir des doutes, on croit qu'on est prêt, on commence la démarche, et puis finalement, c'est entre guillemets, alors, je vais le mettre entre guillemets, parce que pour moi l'échec est noble. Et puis, non, finalement, j'avais pas le profil, c'était pas fait pour moi, etc. Ce qu'on peut dire de ça, c'est que c'était juste pas le bon moment. Et que parfois, cet échec-là va vous faire mûrir, va vous faire grandir, va vous faire apprendre un certain nombre de choses. Et c'est vraiment grâce à cette expérience que plus tard, vous allez pouvoir repartir dans une nouvelle expérience qui va être gagnante. Si vous interrogez les dirigeants autour de vous, vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas réussi du premier coup et qui aujourd'hui sont vraiment exemplaires. Alors, j'ai envie de vous interroger sur ce point-là, parce qu'on a échangé tout à l'heure, vous disiez que vous avez connu deux phases finalement. Oui. Moi, je pense que j'ai toujours voulu reprendre ou avoir mon entreprise. Reprendre, je ne sais pas, mais avoir mon entreprise. Et tout mon cursus professionnel, ça a été de passer de poste à un autre pour essayer de voir un peu toutes les facettes de l'entreprise. En 2003, j'ai étudié la reprise d'entreprise et j'en ai rencontré je suis rentré dans une avec le projet de la racheter et au bout de 6 mois, le vendeur n'était plus vendeur et j'ai toujours pensé que le vendeur entre guillemets était con et qu'il aurait mieux fait de me le vendre. Mais je m'aperçois maintenant que c'était moi qui n'étais pas prêt d'acheter et que le vendeur l'a ressenti. Et parce que mes enfants étaient en bas âge, on avait une situation personnelle et que est-ce qu'on voulait vraiment faire les efforts adéquats. Donc je pense qu'intérieurement, j'étais pas prêt pour le faire. Là cette fois-ci, donc 10 ans après, là j'étais, c'est même sûr, quand je dis surmotivé, j'ai quand même recherché pendant 2 ans. Et ça s'est fait, je pense, assez vite, même si j'ai trouvé que c'était long. On s'est rencontrés en juin, on m'a signé en mars. Et donc, ce qui était déterminant entre les deux, c'est que, je m'étais mis à la course à pied au marathon,
Donc ça donne le temps de voir que dans la négociation, il faut savoir prendre le temps et que tout se construit. Et qu'est-ce que je veux dire ensuite et ensuite, c'est tout ce que justement j'avais vu avant, qui me mettait à chaque fois des clignotants et qui me disait à ce moment-là, si je fais ça, c'est que je ne suis pas motivé. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, une fois que vous avez tracé ce que vous voulez faire, une fois que vous avez dit c'est ça que je veux faire, il faut mettre tous les moyens pour le faire. Parce qu'on s'aperçoit que tous ceux qui le font, c'est qu'ils voulaient le faire. Voilà. Donc c'est important, et puis quand on dit de s'entourer, c'est évident. Moi je sais que et j'ai toujours d'ailleurs un ancien collègue dans une boîte où je travaillais, et il ne se passe pas 15 jours sans qu'on s'appelle, qu'on parle justement du projet. Ensuite il y a la réseau Entreprendre avec les parrainages, il y a leur initiative avec le parrainage. Une fois que c'est fait, on est quand même assez suivi. Et on arrive à orienter, quand on dit suivi, c'est suivi parce que vous avez envie de l'être, et sur certains points. Mais c'est important c'est important de s'entourer, comme vous le dites. Et voilà quoi. Je vais continuer. Autre chose aussi, toujours pour la question du costume de dirigeant, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes salarié, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez déjà été patron. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la posture du dirigeant, vous allez donner le sens à vos salariés. Ça c'est extrêmement important parce que il va s'agir là de la question de la motivation, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils vont avoir envie de vous suivre dans votre nouveau projet. Et donc le sens déjà, c'est à vous d'aller le chercher personnellement, c'est à quel sens pour moi aujourd'hui d'être dirigeant. Est-ce que effectivement ça pourrait être mon deuxième bébé et j'investis énormément là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose que l'on va faire en couple? Et si c'est quelque chose que l'on décide de faire ensemble en couple, je vous invite à bien réfléchir sur la répartition des rôles, au préalable. Et une fois que vous serez dirigeant, donc vous allez avoir à transmettre à votre tour un certain nombre d'éléments à vos équipes. Par le passé, vous avez pu déjà avoir à travailler avec une ou deux personnes ou avec une équipe. Donc déjà, ça donnait quoi votre rôle de manager? Ça donnait quoi en tout cas votre rôle de pilote? Est-ce que vous aviez d'ores et déjà des compétences dans ce domaine? Commencez un peu par faire votre autoportrait pour savoir, on l'a dit tout à l'heure au travers de formation, ce qui est intéressant pour vous d'aller chercher pour augmenter votre niveau de compétences. Et puis, c'est quoi la culture de l'entreprise? Vous allez effectivement aussi avoir à transmettre votre enjeu personnel au niveau des salariés. Donc toute la question de la réassurance, elle va se poser à ce moment-là. Ça veut dire déjà que si vous avez à transmettre de la réassurance ou de l'assurance à vos salariés, est-ce que déjà vous avez confiance en vous? Quelles sont vos peurs? J'entends souvent, mais moi je suis un salarié, je veux pas transmettre mes peurs, je veux pas les exprimer. Ok, ne les transmettez pas à vos salariés, mais faites le point là-dessus. Parce que de toute façon, ils vont le sentir. Ils vont sentir votre hésitation, ils vont sentir que votre vision n'est pas claire et que le sens que vous voulez emprunter sur votre projet n'est pas clair. Voilà. Alors on pourrait échanger encore sur plein d'autres aspects. Et moi le message que j'ai envie de vous donner, en tout cas à mon niveau, c'est vraiment faites le point sur vous-même, c'est quoi l'enjeu pour vous de ce nouveau projet, quels sont les axes à améliorer chez vous, quels sont les axes à améliorer, mais vous avez déjà aussi des pépites, c'est quoi déjà vos points forts que vous avez pu observer chez vous dans vos différentes expériences professionnelles que vous allez pouvoir remettre à profit de vous. Voilà. Et puis encore une fois, entourez-vous, c'est extrêmement important et bonne réussite. Voilà.